Très bien. Merci. Alors, effectivement, la justesse de l'indication initiale est très certainement un des facteurs les plus importants dans ce problème de l'échec chirurgical. Et si finalement on essaye d'analyser tous les moyens, tous les échecs possibles et toutes les causes des échecs possibles, on voit que opérer le bon malade, l'opérer au bon moment, l'opérer de la bonne pathologie, c'est-à-dire une qui relève bien de notre art chirurgical, choisir la solution chirurgicale qui est la bonne pour finalement atteindre le but initial de la chirurgie en limitant les effets collatéraux. Sur ces 6 facteurs que l'on peut retenir, 4 sont directement liés à l'indication opératoire initiale. Et vous savez tous, comme moi, que c'est vraiment aujourd'hui le facteur de succès ou d'échec. Alors, on va commencer par ce premier critère, opérer le bon patient, le bon malade. Eh bien, opérer le bon malade, c'est d'abord des pièges et des erreurs qu'il faut éviter. Je pense qu'un des pièges les plus importants avec une population vieillissante et qui survit parfois dans des conditions médicales difficiles, mais que la médecine parvient à maintenir en vie, c'est le danger de vouloir adapter la chirurgie au terrain. Faire attention, bien entendu, à la tentation de simplifier un geste chirurgical chez des patients fragiles. L'exemple le plus classique étant « Ah, ce petit spondylo, il est fatigué, il a fait un infarct, tu vas lui faire une décompression, ça va suffire. » Faut pas être trop agressif. Et en fait, il faut faire très attention à ne pas aboutir à une chirurgie qui devient illogique parce qu'il y a une morbidité qui nous fait craindre la survenue de complications. On aura d'autres complications, peut-être pas celle de la iatrogénie directe, mais celle d'une intervention illogique. Le deuxième élément, c'est, on le sait tous aussi, c'est le terrain psychologique inadapté. Certains accidents de travail revendicateurs qui n'en sont pas, dont on le sait d'emblée et qu'on essaye de se dépatouiller avec le patient pour lui faire comprendre ou qu'on accepte à tort pour finalement poursuivre notre prise en charge. Certaines maladies professionnelles qui sont en conflit avec l'employeur, les études démontrent que nos résultats sont statistiquement moins bons. Le patient qui arrive à notre consultation en disant « j'ai mal partout », qui a vraiment mal partout, mais sur lequel on va essayer de se focaliser, non pas sur son problème, mais sur ceux qu'on sait traiter et proposer un acte chirurgical qui ne réglerait qu'une partie infime de son problème, voire même des patients fibromyalgiques dont l'origine exacte de la douleur reste pour nous assez scabreuse. Certaines pathologies psychiatriques, certains toxicomanes, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les opérer à un moment. Mais très certainement, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec un de mes collègues médecins de la douleur qui s'appelle Dr Chara, c'est une prise en charge première médicale avant de réévaluer le patient et discuter d'une possible indication chirurgicale. Et puis, le troisième élément, c'est les demandes fonctionnelles totalement irréalistes qu'on voit en consultation de plus en plus. En tout cas, moi, à Paris, je suis halluciné par le nombre de patients qui ont 70 ans plus et qui viennent me voir en disant « Vous comprenez, le dernier marathon de Paris, j'étais obligé de m'arrêter. » Je dis « Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Il ne faut certainement pas rentrer dans cette espèce de folie sociale aujourd'hui qui est « Si on arrêtait de vieillir », et nous ne sommes pas là pour lutter aussi contre ce que la nature fait et qu'elle doit faire. Enfin, le traitement médical, c'est une vérité absolue, mais néanmoins, certaines chirurgies sont extrêmement tentantes. Vous voyez un patient qui est lombalgique, qui a un magnifique modique 1, qui finalement dit « Oui, il n'a pas été infiltré, il n'a pas été rééduqué, mais bon, je gagne à tous les coups. » quoi. Bah, vous gagnez à tous les coups, mais moi, je n'ai pas 0% d'infection. Et donc, si vous avez le moindre ennui sur ce patient, eh bien, il vous le reprochera. Et également, vous savez, les gens qu'il ira voir. Une fois qu'on a sélectionné le bon malade, qu'on a éliminé toutes ces situations où la chirurgie est dangereuse, eh bien, il va falloir opérer au bon moment. Et opérer au bon moment, c'est ne pas opérer trop vite. On a classiquement ce délai de 6 mois, mais ça ne veut rien dire 6 mois. On a des patients qui fonctionnent par accès paroxystique douloureux et on a ces artisans qui vous disent « Moi, écoutez, je ne peux pas continuer comme ça, je vais mettre la clé sous la porte. » Donc, c'est complètement abstrait. Et en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est au-delà d'un délai de 3, 6 mois, 1 an, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on sait tous qu'il y a des solutions alternatives à la chirurgie qui sont évidemment bien moins iatrogènes que ce qu'on fait. Eh bien, il va falloir les explorer,
D'autant plus que si vous explorez ces solutions, une relation de confiance va s'établir avec notre patient. C'est-à-dire qu'en fait, si même ça échoue, le patient reviendra beaucoup plus facilement nous voir et sera beaucoup plus en confiance pour arriver sur l'intervention. Et il faut donc ne pas céder aux patients trop pressés d'en finir. Ils disent bon, vous me réglez ça et puis moi je repars, je vais jouer au golf dimanche et ça sera réglé. Mais à l'inverse, il faut aussi ne pas savoir laisser une situation douloureuse chronique s'installer. Les médecins à la douleur savent parfaitement bien, ils nous l'ont appris, que l'ancienneté de cette douleur est un élément pronostique important du résultat des différents traitements, qu'ils soient chirurgicaux ou non. L'organisation de la vie du patient autour de son handicap va faire que vous ne pourrez plus l'en sortir. Il sera désocialisé, aura perdu son emploi, sa vie de loisir, il sera en invalidité. Il faut donc parfois, à l'inverse, savoir prendre la décision d'opérer malgré la rétention des malades dont certains sont franchement victimes par des collègues. Alors, on a choisi le bon malade, on a attendu le bon moment, et bien maintenant, il faut quand même opérer la bonne pathologie, c'est-à-dire une pathologie qui relève de la chirurgie. C'est quoi une pathologie qui relève de la chirurgie? C'est une pathologie où une, voire plusieurs types d'interventions ont prouvé leur efficacité. Et là, il suffit d'avoir une connaissance bibliographique, voire de congrès, pour savoir que certaines interventions ou certaines pathologies, celle-ci qu'elle ait été opérée par devant, par derrière, n'est absolument pas le problème, mais donne des succès réguliers dans notre activité. Mais justement, là, c'est important, c'est quelle est cette pathologie? Et il y a un élément qui est fondamental pour éviter l'échec chirurgical, c'est le bilan préopératoire. Je m'insurge contre ces indications chirurgicales qui sont faites pour même des simples décompressions sans avoir la moindre radiographie debout. Vous avez un patient qui va avoir une claudication, la seule exploration sera une IRM faite coucher, et c'est une aberration complète. On peut même aller plus loin en disant que les clichés dynamiques sont nécessaires. Regardez cet exemple, c'est un patient que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, en février, et vous voyez, il a cette discopathie pluriétagée qui est un peu plus sévère à certains étages que d'autres. Il a un canal qui est effectivement rétréci. Et bien, ce patient, quand je l'ai vu, c'était en février, ouais, il est programmé par un de mes collègues pour une laminectomie L2, L3, L4, L5. Bon, eh bien, quand je le vois, je dis, on va peut-être faire une radiographie. D'abord, ça, c'est le même patient 15 jours après. Je le revois en consultation, il a fait des radiographies. C'est même pas une radiographie dynamique, c'est simplement une radiographie debout. Imaginez le résultat d'une décompression chez ce patient. On est certain du résultat. C'est n'importe quoi que d'opérer ces patients sans une radiographie debout. Et même, il va falloir aller plus loin. C'est toujours le même patient. On va faire des clichés dynamiques pour s'assurer qu'à cette déformation va s'associer une instabilité qui était là évidente au vu de la différence couché-debout. Et bien sûr, c'est toujours le même patient. Avant de discuter d'une éventuelle intervention, plutôt que de vouloir faire une arthrodèse d'un seul segment instable, prendre l'équilibre sagittal pour répondre à une problématique bien plus globale que ce L3, L4. Un autre exemple, un patient de 45 ans qui est parfait, directeur de banque, sportif, et son médecin traitant, comme vous le voyez en bas, me dit « Merci de bien vouloir prendre en charge Monsieur TD pour faire l'exérèse de cette hernie discale L4, L5, qui est effectivement, on peut considérer ici comme responsable de symptômes. » Eh bien, regardez, on lui fait un scanner, dit « Ah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, on va peut-être pas s'arrêter à la hernie discale. » Et puis, on fait des radiographies, et vous voyez, il a un spondylo L5-S1. Vous faites une dissectomie pour cette hernie discale L4, L5, vous êtes sûr, encore une fois, d'être à 100% dans l'échec chirurgical. Un autre exemple, femme de 50 ans, cruralgie gauche, vous voyez son IRM, ses radiographies, vous faites un cliché dynamique, eh bien, on a une instabilité majeure. Cette patiente aurait parfaitement pu, sans ce cliché dynamique, avoir une exérèse de ce kyste de l'articulaire, une petite arthrectomie, et vous étiez certain de la revoir pour une arthrodèse peu de temps après. Il va donc falloir accepter d'avoir recours à des examens inhabituels en cas de doute, du moindre doute, et éviter ainsi les erreurs diagnostiques. Moi, j'ai encore recours, plusieurs fois par an, à des saccoradiculographies. Ça fait 20 ans qu'avec mon frère de route, Jean-Paul, on discute après les discographies. Ça m'arrive encore, Jean-Paul, après que tu aies réussi à me persuader pour certains de mes patients de faire une discographie, mais aussi une scintigraphie, vous voyez cet exemple à droite, et puis des infiltrations tests qui sont des éléments qui peuvent être des éléments diagnostiques. Regardez cette patiente, c'est la femme d'un de nos collègues qui est peut-être dans la salle. Eh bien, comme je vous l'ai souligné là, elle a 57 ans, elle a une sciatique droite
Et pour ceux qui ont vraiment un très bon œil, moi je suis arrivé, c'est lui qui m'a raconté l'histoire, c'est très récent, hein, vous voyez, c'est en 2018. Pour ceux qui ont vraiment l'œil, ils ont vu ce qu'il y a à voir sur l'IRM, et ben cette patiente, elle avait un cavernome intramédulaire D9, D10. Elle a été opérée à la Pitié en neurochirurgie, elle a un très bon résultat. Alors qu'elle avait eu une hernie, j'ai pas la coupe horizontale, en 5-1 qu'on était prêt à l'opérer. Dernier exemple, c'est une femme de 43 ans qui est en parfait état général, elle est directrice d'école, elle est très sportive. Elle a une sciatique gauche depuis octobre 2016, qui est survenue après un entraînement pour un triathlon. Je l'ai beaucoup vue, et au bout d'un an, je lui avais promis le temps passant que ça ne durerait pas plus d'un an. Qu'au bout d'un an, je réglerais son problème parce que j'étais très affecté par la situation. Un an plus tard, elle a un périmètre de marche qui est entre 50 et 200 mètres. Elle boite, elle se réveille la nuit, elle a tout pris, les morphiniques, le Lyrica, le Neurontin. Elle a eu des infiltrations épidurales, foraminales, dans le pyramidal. Elle est même allée dans l'équipe de Philippe Rigoard à Poitiers pour faire une infiltration de Botox dans le pyramidal. Et voilà le nombre d'examens qu'elle a eu. Comme je lui avais dit qu'au bout d'un an, je réglerais son problème, eh bien, je l'ai programmé il n'y a pas très longtemps pour faire une dissectomie L4, L5 sur ce débord discal pour essayer de la soulager. Et en fait, au staff, non pas de décembre 2018, parce que je ne vois pas dans l'avenir, mais de 2017, on discute de son dossier et une toute jeune rhumatologue qui sortait de la Pitié me dit « ça serait pas une sacro-iliaque ?» Je dis oh, « ça va, la sacro-iliaque, la mode de la sacro-iliaque, vous nous saoulez avec ça. » Et elle me dit « oui, mais on pourrait peut-être quand même lui faire juste une infiltration avant que vous l'opériez, parce que votre indication, elle est un peu foireuse quand même. » Elle ne me le dit pas comme ça, mais elle le pense. Eh bien, on lui fait une infiltration de la sacro-iliaque. Et à ce moment-là, elle a vu sa douleur disparaître à 100%, et cette patiente, c'est ma femme. Donc j'étais assez bien placé pour connaître la situation. Eh bien, je lui ai demandé la semaine dernière à combien était encore son amélioration. Elle m'a dit 70%, elle refait du sport et elle a quasiment plus de douleur. Je l'avais programmé pour l'opérer de désespoir de cause. Donc la bonne pathologie, eh bien, il va falloir non seulement faire le bon diagnostic, mais il va falloir également éviter certaines situations. Ça, pour moi, c'est une des pires indications. C'est surtout pas une indication à une prothèse discale, même si j'aime cette chirurgie. Le disque noir et haut sans modique est une très mauvaise indication chirurgicale, on l'a prouvé, mais également le lombalgique sur des discopathies pluriétagées, la camptocormie. Le spondylo après 60 ans, c'est McNabb qui disait « quand vous voyez un patient lombalgique avec un spondylolisthésis, cherchez d'où vient sa douleur ». Tellement c'est fréquent, 7 à 8% de la population a une lysie sismique. Dès qu'il y a une discordance entre la clinique et la radiographie, la petite protrusion discale, comme je vous ai montré tout à l'heure, méfiez-vous de l'indication chirurgicale. Alors, quand on a fait le bon bilan, quand on est allé plus loin qu'une IRM couchée, quand on a éliminé d'autres diagnostics comme ce cavernome en faisant une IRM qui remonte dès qu'on a le moindre doute, eh bien, il va falloir choisir la bonne solution chirurgicale. Vous voyez que celui-là, il a à peu près tout eu, hein. Il a eu une prothèse discale ici, il a eu une arthrodèse antérieure ici. Bien sûr, il avait eu 2 décompressions avant, et puis il a fini avec cette arthrodèse postérieure. Il est en total échec chirurgical. Il a un os vestri à 74%. Alors, choisir la solution chirurgicale adaptée, eh bien, ça va être choisir la meilleure technique chirurgicale pour parvenir au but, quel qu'il soit, une décompression, un changement discal, une réduction, une stabilisation. Dans tous les cas, il va falloir encore choisir la technique qui va bien. Et choisir la technique qui va bien, c'est anticiper les difficultés à venir. Si vous démarrez une chirurgie, regardez ces 2 cas en bas. Là, vous êtes sur une autoroute, que vous vouliez faire une prothèse 4-5 ou une prothèse 5 ans, on a l'impression que ce patient nous tend les bras pour l'opérer. Si vous voyez celui-là et que vous voulez lui faire une prothèse discale en L4, L5, vous savez que ça va être un petit peu plus pénible. Et là, quand vous découvrez 4 veines iliaques, dont 3 qui sont devant le disque L5, S1, ce patient-là, eh bien, pour moi, il ne faut pas l'opérer par voie antérieure. Mais encore faut-il avoir recherché ces difficultés avant de l'opérer pour déterminer le bon résultat. Et il nous restera, mais ce n'est pas mon sujet, atteindre le but initial de la chirurgie et limiter les effets collatéraux. Alors, vous voyez, on va avoir la bonne indication qui est la base du succès, et par la suite, on vous en parlera, maîtriser la technique qui reste obligatoire.
On a donc dans notre métier cette double fonction qui, moi, est celle certainement qui m'excite le plus, c'est qu'on doit avoir la tête bien faite et les mains également qui travaillent de façon correcte. Je vous remercie.